Je m'appelle Tiana et à 34 ans, je gagne ma vie en retrouvant de l'argent caché. En tant que comptable médico-légal pour des divorces très médiatisés à Atlanta, je passe mes journées à traquer des biens que les gens tentent désespérément de dissimuler. Je m'occupe de faits, de chiffres et de preuves solides. Mais pendant les 10 dernières années, j'ai été aveugle à la fraude la plus évidente juste sous mes yeux, ma propre famille. Il était 14 heures un dimanche après-midi. L'air était lourd de la chaleur humide de Géorgie et de l'odeur de fumée de barbecue. Mon jardin ressemblait à un petit parc d'attractions. J'avais passé des semaines à organiser cette journée pour Maya. Elle allait avoir 6 ans, et pour la première fois, elle était assez grande pour vraiment comprendre ce que signifiait une fête d'anniversaire. Elle avait demandé un thème de princesse, alors j'ai tout fait pour ça. Un énorme château gonflable rose et violet se dressait près de la clôture, son générateur ronronnant un rythme bas et régulier. Une maquilleuse professionnelle que j'avais engagée à $300 de l'heure était assise à une petite table, rangeant ses pinceaux et regardant sa montre. La table de traiteur ployait sous le poids de la soul food, mac and cheese, feuilles de chou vert, poulet frit et salade de pommes de terre. Il y en avait assez pour nourrir une armée, mais il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait que moi, mon mari Malik et Maya. J'ai vérifié mon téléphone pour la 10e fois en 5 minutes. Il était 14h15. Ma mère, Patricia, était notoirement en retard pour tout, mais d'habitude elle envoyait un texto ou appelait pour dire qu'elle était en route. Cette fois, rien. Le chat de groupe que j'avais avec elle et ma petite sœur Iboni était totalement silencieux. J'ai tapé un message pour demander où elles étaient et j'ai regardé la petite bulle indiquer que c'était envoyé. Livré, lu, pas de réponse. Malik s'est approché de moi en essuyant la sueur de son front. C'était un homme bien, un homme patient qui dirigeait sa propre entreprise de logistique et qui n'avait jamais vraiment compris pourquoi je laissais ma famille me marcher dessus. Il a posé une main sur mon épaule et a regardé l'allée vide. « Tiana » a-t-il dit doucement. « Est-ce qu'elles viennent ?» J'ai forcé un sourire en ajustant l'écharpe de ma robe. « Bien sûr qu'elles viennent. Tu connais maman. » Elle a probablement dû attendre qu'Iboni finisse son maquillage. Ou peut-être que Hunter a eu un problème de voiture. Hunter était le mari d'Iboni, mon beau-frère, un homme qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis 2 ans mais qui avait toujours le dernier iPhone et beaucoup d'opinions sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Ils vivaient tous ensemble dans une maison de 4 chambres à environ 20 minutes d'ici. C'était une maison qui m'appartenait, une maison que je les laissais occuper gratuitement parce que ma mère disait que la famille est de la famille. 14h30 est passé, puis 15h. La glace dans les glacières fondait. La maquilleuse s'est raclé la gorge et a demandé si elle devait commencer à ranger puisque son temps contractuel était à moitié écoulé. Je lui ai payé le tarif complet et je lui ai donné un pourboire de $50 juste pour éviter la pitié dans ses yeux. Elle a rangé ses peintures et elle est partie. Maya était assise au bord du château gonflable, portant sa robe d'Elsa. Elle était un peu trop grande pour elle, et la couronne glissait sur son front. Elle ne sautait plus, elle regardait juste le portail. Chaque fois qu'une voiture passait dans la rue dehors, sa petite tête se redressait, ses yeux s'écarquillaient d'espoir, pour ensuite retomber quand la voiture ne s'engageait pas dans notre allée. Ma poitrine était serrée, comme si une lourde pierre pesait sur mes poumons. Je suis entré dans la cuisine et j'ai recomposé le numéro de ma mère. Ça a sonné 4 fois et c'est tombé sur la messagerie. J'ai appelé Iboni. Directement la messagerie. J'ai même appelé Hunter. Rien. C'était comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre. La panique commençait à monter dans ma gorge. Y avait-il eu un accident? Était-il à l'hôpital quelque part? J'ai ouvert l'application Live 360 sur mon téléphone. On partageait tous nos localisations pour la sécurité ou du moins on le faisait avant. Quand j'ai ouvert la carte, j'ai vu que les 3 avaient désactivé le partage de localisation. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Je suis ressorti avec un plateau de cupcakes que personne ne mangerait. La vue de mon mari assis dans l'herbe en train d'essayer de distraire notre fille m'a brisé le cœur. Malik jonglait avec 3 balles pour la faire rire, mais le sourire de Maya était faible. Elle s'est approchée de moi et a tiré sur ma jupe. « Maman » a-t-elle chuchoté. Sa voix était petite et tremblante. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Je me suis mise à genoux là dans l'herbe, ignorant les taches d'herbe sur ma robe coûteuse. « Non, ma chérie. Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que mamie n'est pas là,
a-t-elle dit, et une seule larme a roulé sur sa joue. Tati et Bonnie n'est pas là. Elles ont promis qu'elles viendraient voir ma robe de princesse. Est-ce qu'elles m'ont oublié parce que j'ai été vilaine? Le son de ma fille qui se blâmait elle-même pour la cruauté d'adulte a brisé quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses. Je me disais que ma mère était juste difficile, qu'Iboni était juste jeune et qu'elle cherchait sa voie. Je me disais que leur fournir une maison gratuite et payer leurs factures, c'était ce qu'une bonne fille faisait. J'étais la responsable, la forte, celle qui gagnait 6 chiffres et qui maintenait la famille à flot. Mais en regardant Maya pleurer le jour de ses 6 ans, j'ai réalisé que je ne les aidais pas. J'entretenais des monstres. J'ai serré Maya dans mes bras, pressant son visage contre mon épaule pour qu'elle ne voie pas le regard de pure rage qui, je le savais, envahissait mon visage. Je lui ai menti. C'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Ma chérie, écoute-moi. Mamie et Tati Iboni m'ont appelé. Leur voiture est tombée en panne très loin. Elles sont tellement tristes de ne pas pouvoir être là, mais elles t'aiment énormément. Ce n'est pas ta faute. C'est juste une voiture en panne. Maya a reniflé et m'a regardé avec de grands yeux pleins d'espoir. Vraiment? Elle voulait venir. Oui, ai-je menti effrontément. Elle voulait venir plus que tout. Malik m'a regardé par-dessus la tête de Maya. Il savait que je mentais. Il savait exactement ce qui se passait parce qu'il m'avait prévenu de ça pendant des années. Il s'est levé et s'est approché, enroulant ses grands bras autour de nous deux. Sa présence était chaude et solide, la seule chose réelle dans un monde qui semblait de plus en plus faux. On n'a pas besoin d'elle, a dit Malik, la voix dure mais basse pour que Maya n'entende pas la colère. On a plein de gâteaux. On a le château gonflable, et on ça. Allez, Maya. Je parie que je peux sauter plus haut que toi. Il a pris la main de Maya et l'a ramenée vers le château gonflable. En quelques minutes, je l'ai entendu glousser pendant que Malik sautait de façon exagérée, tombait et faisait des bruits idiots. Il sauvait la journée. Il faisait le travail d'une famille élargie entière. Je me suis assise sur l'une des chaises pliantes blanches vides et je les ai regardées. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la pelouse parfaite. J'ai regardé la table pleine de nourriture qui allait être gaspillée. J'ai regardé les décorations que j'avais passé des heures à accrocher. J'ai pensé aux chèques que j'écrivais chaque mois pour couvrir les factures de services publics de la maison où vivaient ma mère et ma sœur. J'ai pensé aux frais de scolarité que je payais pour les cours en ligne d'Iboni qu'elle n'avait jamais terminés. J'ai pensé à l'assurance auto que je payais pour Hunter parce qu'il disait qu'il était, entre deux opportunités. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Toujours pas d'appel manqué. Toujours pas de texto expliquant où elles étaient. Juste le silence, un silence froid, irrespectueux. Elles n'avaient pas seulement fantôme une fête, elles avaient fantôme mon enfant. Elles avaient décidé que ce qu'elles faisaient était plus important que la petite fille qui les adorait. Je me suis levé et je suis allé à la poubelle. J'ai pris une assiette de côte de barbecue intacte et je l'ai raclée dans la benne. Puis la salade de pommes de terre. Puis les fromages importés coûteux. À chaque raclage d'assiette, la tristesse dans ma poitrine a commencé à se durcir en autre chose. C'était froid, c'était lourd, et c'était tranchant. J'étais comptable médico-légal. Mon travail consistait à examiner des schémas pour voir où les chiffres ne collaient pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé le grand livre de ma relation avec ma famille, et j'ai vu la vérité. J'étais dans le rouge. J'avais tout donné et je n'avais reçu en retour que du mépris. Quand le soleil a enfin disparu sous l'horizon et que Malik a porté une Maya endormie dans la maison, j'ai fait un vœu silencieux. Je ne les appellerai plus. Je ne demanderai pas d'explication. J'attendrai. J'attendrai de voir combien de temps il leur faudrait pour me contacter. Et je savais exactement quand ce serait, ils appelleraient au moment où ils auraient besoin d'argent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, mais je n'étais pas préparé à l'audace de ce qui allait se passer ensuite. Je pensais avoir touché le fond de leur égoïsme, mais il s'est avéré qu'il y avait un sous-sol. Et 3 jours plus tard, ils m'ont traîné directement dedans. Le silence dans le jardin était plus lourd que l'air humide de Géorgie. Après que Malik ait emmené Maya à l'intérieur pour lui laver les larmes et lui mettre son pyjama, je me suis retrouvé seul avec les décombres de la fête qui n'avait jamais eu lieu. Je me suis déplacé comme un fantôme dans mon propre jardin. Chaque fois que je plantais une épingle dans un ballon rose,
le bruit de l'explosion résonnait comme un coup de feu dans le calme du soir. J'ai pris un grand sac poubelle noir et j'ai commencé à débarrasser les tables. C'était physiquement douloureux de jeter des plateaux entiers de nourriture intacte. Le mac and cheese avait formé une croûte froide et dure. Le poulet frit était détrempé. Le gâteau personnalisé coûteux avec la tour des princesses Disney commençait à pencher sur le côté, fondant en une flaque sucrée. J'ai ressenti une douleur profonde et vide dans la poitrine en raclant 20 assiettes propres. Ce n'était pas juste des assiettes sales, c'étaient des rappels de chaque personne qui avait décidé que ma fille ne valait pas leur temps. J'ai pensé à l'argent que j'avais dépensé, 5 cents pour la nourriture, 300 pour le gâteau, 2 cents pour les décorations. Mais l'argent n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le regard dans les yeux de Maya quand elle a réalisé que sa grand-mère avait choisi de ne pas venir. Quand j'ai fini de nettoyer, le soleil était complètement couché. Le jardin était à nouveau vide et sombre, dépouillé de toute la joie que j'avais essayé si fort de créer. Je suis entré dans la maison et je me suis lavé les mains, les frottant jusqu'à ce que la peau soit à vif et rouge. Malik était à l'étage en train de lire une histoire du soir à Maya. J'entendais sa voix grave et profonde faire des accents drôles, essayant de lui faire oublier le chagrin de l'après-midi. C'était un bon père. Il faisait aujourd'hui le travail de 10 personnes. Je suis allé dans le salon et je me suis effondré sur le canapé beige. Mon corps était épuisé, mais mon esprit courait. Je me suis servi un verre de vin blanc, mais je ne l'ai pas bu. J'ai juste tenu le verre froid contre mon front, essayant de refroidir la honte brûlante que je ressentais. J'ai pris mon téléphone. Il était 20 heures. Toujours pas d'appel. Toujours pas de message d'explication. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Une partie de moi voulait rappeler ma mère pour supplier une explication, pour demander si elles étaient blessées ou en difficulté. Mais ma fierté m'en a empêché. À la place, j'ai ouvert Instagram. Je me suis dit que je vérifiais juste si quelqu'un d'autre avait posté sur son dimanche, mais au fond, je savais ce que je cherchais. La première chose qui est apparue dans mon fil était une notification, Iboni avait posté une nouvelle photo il y a 10 minutes. Mon cœur battait contre mes côtes quand j'ai tapé dessus. L'image s'est chargée et l'air a quitté mes poumons dans un sifflement aigu. Elle n'était pas à l'hôpital. Elle n'était pas coincée sur le bord de l'autoroute avec un pneu crevé. La photo montrait ma mère Patricia, ma sœur Iboni et mon beau-frère Hunter assis à une table sur une terrasse sur le toit. J'ai reconnu l'endroit immédiatement. C'était le Bilbo Cave, l'un des endroits de brunch les plus exclusifs et chers du centre d'Atlanta. Un endroit où il fallait réserver 3 semaines à l'avance. Un endroit où un seul mimosa coûtait 20 $. Sur la photo, elles avaient l'air rayonnantes. Ma mère portait un chapeau couleur pêche que je lui avais acheté pour la fête des mères. Elle tenait une flûte de champagne et riait, la tête rejetée en arrière dans une joie pure. Iboni posait avec une « duck face », portant une robe de créateur blanche que je savais pertinemment qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et Hunter était assis entre elles, l'air suffisant avec une assiette d'huîtres et un steak devant lui. Le soleil brillait derrière eux, projetant une lueur dorée sur leur trahison. J'ai fixé la photo, les mains tremblant si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Elles avaient l'air heureuses. Elles avaient l'air insouciantes. Elles n'avaient pas l'air de gens inquiets d'avoir manqué l'anniversaire de leur petite fille. Elles avaient l'air de gens soulagés d'être exactement là où elles étaient. Puis j'ai lu la légende. Iboni avait écrit « Dimanche paisible avec les personnes les plus importantes de mon monde. Rien ne vaut un brunch sans drama avec la femme. » J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Sans drama. C'était comme ça qu'elle appelait l'anniversaire de ma fille une source de drama. Et, les personnes les plus importantes. Cette phrase m'a coupé plus profondément qu'aucun couteau. En les définissant comme les plus importantes, elle déclarait explicitement que Maya et moi ne l'étions pas. Nous étions optionnels. Nous étions des fardeaux. Nous étions les gens qu'elles évitaient pour pouvoir avoir leur plaisir coûteux. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Ma tante Brenda avait commenté « Belle famille. J'espère que vous passez une journée bénie. » Ma mère avait répondu « Nous sommes bénis en effet. On avait besoin de cette détente. » Mais c'était le commentaire de Hunter qui a fait virer ma vision au rouge. Hunter avait écrit « Enfin, de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Content qu'on ait esquivé la balle de cette fête bruyante pour gosses. Qui veut manger des hot-dogs avec une bande de morveux qui hurlent de toute façon ?
Ebony avait aimé son commentaire. Ma mère avait aimé son commentaire. Je suis restée assise là dans le salon sombre et j'ai laissé la réalité m'envahir. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était une décision calculée. Elles avaient planifié ça. Elles avaient réservé des semaines à l'avance, sachant parfaitement que c'était l'anniversaire de Maya. Elles en avaient discuté. Elles en avaient probablement ri dans la voiture en y allant. Elles ont choisi des huîtres plutôt que ma fille. Elles ont choisi du champagne plutôt que son sourire. Et elles utilisaient l'argent que je leur donnais pour payer ça. J'ai regardé à nouveau le visage suffisant de Hunter sur la photo. Il portait un polo que j'avais payé. Il mangeait un steak probablement payé avec l'argent que je donnais à ma mère pour ses factures de service public. Il vivait dans ma maison, dormait sous mon toit, et se moquait publiquement de mon enfant sur Internet. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils m'aimaient à leur manière brisée. Je me disais qu'ils étaient juste mauvais avec l'argent ou désorganisés. Mais cette photo prouvait que j'avais tort. Ils ne m'aimaient pas. On ne traite pas comme ça les gens qu'on aime. Ils me voyaient comme une ressource. J'étais la banque. J'étais le propriétaire. J'étais le filet de sécurité. Mais je n'étais pas de la famille. La tristesse qui m'avait pesé tout l'après-midi s'est soudain évaporée. À sa place, quelque chose de froid et dur s'est installé dans mon estomac. C'était une sensation que je connaissais bien dans mon travail. C'était la sensation que j'avais quand je trouvais enfin la transaction manquante dans une affaire de fraude. C'était le moment où les chiffres s'emboîtaient et où l'image devenait claire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le verre de vin contre le mur, même si j'en avais envie. Je n'ai pas laissé de commentaires en colère sur le post. Je ne les ai pas appelés pour hurler. Hurler ne leur aurait donné que ce qu'ils voulaient. Ça ferait de moi la folle. Ça ferait de moi la méchante dans leur récit. Au lieu de ça, j'ai pris une capture d'écran de la photo. J'ai pris une capture d'écran de la légende. J'ai pris une capture d'écran du commentaire de Hunter sur le fait d'avoir esquivé la balle. Je les ai toutes sauvegardées dans un nouveau dossier sur mon téléphone nommé « Preuve ». Je me suis levé et je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai allumé mon ordinateur et la lumière bleue des écrans a illuminé la pièce. J'en avais fini d'être la fille triste. J'en avais fini d'être la sœur négligée. Tiana le paillasson était morte. Tiana la comptable médico-légale était réveillée. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. J'ai ouvert les tableurs que je gardais pour les dépenses familiales. J'ai ouvert le fichier qui contenait l'acte de la maison où elle vivait. J'ai regardé les chiffres briller sur l'écran. Et pour la première fois depuis des années, je ne voyais pas des obligations, je voyais un levier. Elle voulait une vie sans drama. Elle voulait profiter des belles choses sans y mettre le travail. Elle voulait se moquer de mon enfant tout en vivant de ma charité. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé le curseur clignoter sur l'écran. Si elle voulait une guerre, je leur donnerais une guerre. Mais je ne me battrais pas avec des mots. Je me battrais avec des actifs. Je me battrais avec des contrats. Et je me battrais avec la seule chose qu'elles aimaient plus que tout au monde, leur accès à mon argent. J'ai décidé à cet instant que je n'initierais pas le contact. J'attendrais. Je connaissais leurs habitudes. La fin du mois approchait. La facture pour la prochaine fête d'anniversaire d'Ebony serait bientôt due. Elle m'appellerait pas pour s'excuser, mais pour récupérer. Et quand elle le ferait, je serais prête. J'ai fermé la fenêtre du navigateur et je suis monté embrasser ma fille endormie pour lui souhaiter bonne nuit. En lui caressant les cheveux en arrière sur le front, je lui ai murmuré une promesse, elle ne lui ferait plus jamais de mal. Parce que quand j'en aurais fini avec elle, elle n'aurait même pas les moyens de payer l'essence pour venir jusqu'à notre maison. Le jeu avait changé, et elle ne savait même pas encore que les joueurs étaient sur le terrain. 3 jours. 72 heures. C'est exactement le temps que j'ai attendu une excuse qui ne viendrait jamais. Pendant 3 jours, j'ai erré dans ma maison comme un zombie, vérifiant mon téléphone chaque fois qu'il vibrait, espérant voir le nom de ma mère. J'étais désespéré qu'elle me dise que tout ça n'était qu'un terrible malentendu. Je voulais qu'elle dise qu'elle avait été dans le coma ou enlevée par des extraterrestres ou littéralement n'importe quoi d'autre que la vérité. Je voulais un mensonge. Je suppliais l'univers pour un mensonge parce que la vérité était trop douloureuse à accepter.
La vérité était que ma mère et ma sœur s'en fichaient tout simplement. Le lundi s'est écoulé dans le silence. Le mardi a traîné en longueur sans aucune nouvelle. Mon mari, Malik, m'a dit d'arrêter de vérifier. Il m'a dit que regarder le téléphone ne faisait que gratter la croûte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être la fille parfaite, celle qui résout les problèmes, celle qui rend tout le monde fier. Je pensais que si j'attendais assez longtemps, ma mère se souviendrait de qui j'étais et me contacterait. Puis est arrivé le mercredi matin. Le soleil brillait à travers les stores de mon bureau à domicile où je passais en revue un audit médico-légal pour une affaire de divorce à forts enjeux. Je fixais un tableur en essayant de trouver des actifs cachés, mais mon esprit était embrumé par le chagrin. Mon téléphone était posé sur le bureau à côté de ma tasse de café. À 9h30 ce matin, il a enfin vibré. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je l'ai attrapé si vite que j'ai failli renverser mon café. C'était un texto de maman. Mes doigts tremblaient quand j'ai déverrouillé l'écran. Je m'attendais à un long paragraphe expliquant tout. Je m'attendais à des supplications pour le pardon. Je m'attendais à de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai lu le message 3 fois parce que mon cerveau refusait de traiter l'audace des mots à l'écran. Bonjour, Tiana. J'espère que tu vas bien. Écoute, Iboni panique à cause de son lieu pour la fête Sweet 25. Le gérant a dit qu'on doit finaliser la compte aujourd'hui sinon on perd la date. Ça fait $1670. J'ai déjà versé $500, mais j'ai besoin que tu couvres le reste. Envoie-le via Zelle pour qu'elle ne stresse pas. Merci. Je t'aime. Je suis resté figé là. L'air dans la pièce semblait soudain très rare. Il n'y avait aucune mention du dimanche. Il n'y avait aucune mention de Maya. Aucune question sur comment j'allais, juste une demande d'argent. Et spécifiquement $1670. Elle voulait que je paie pour l'anniversaire de 25 ans de la sœur qui venait juste de zapper l'anniversaire de 6 ans de ma fille. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Iboni allait avoir 25 ans, pas 5. C'était une femme adulte qui refusait de travailler, et pourtant elle avait besoin d'une fête Sweet 25 qui coûtait plus que mon hypothèque. Je n'ai pas répondu par texto. Mes mains tremblaient trop pour taper. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de l'entendre me dire ça. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était lumineuse et enjouée, totalement insensible aux dégâts émotionnels qu'elle avait causés. « Salut, ma chérie, tu l'as déjà envoyé ?» a-t-elle demandé. « Je suis au magasin de produits de beauté en ce moment, mais je peux vérifier mon compte dans une minute. »« Maman » ai-je dit. Ma voix était basse et menaçante, mais elle ne semblait pas le remarquer. « Maman, il faut qu'on parle. »« Parler de quoi ?» a-t-elle demandé, l'air distrait. J'entendais le bip d'une caisse en arrière-plan. « Écoute, si tu n'as pas la somme complète, envoie juste ce que tu as. Hunter a dit qu'il pourrait peut-être mettre $50 la semaine prochaine, mais on doit vraiment bloquer ce lieu aujourd'hui. Tu sais comment Iboni réagit quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle est sensible. Elle est sensible, ai-je répété les mots, sentant la chaleur monter dans mon cou. Maman, dimanche c'était l'anniversaire de Maya. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, un silence qui a duré peut-être 2 secondes mais qui m'a paru une éternité. Puis ma mère a poussé un long soupir exaspéré. Ô Seigneur, Tiana, tu vas vraiment encore rabâcher ça? Rabâcher, ai-je demandé, la voix montant. Vous avez fantôme votre petite fille. Toi, Iboni et Hunter êtes allés à un brunch à $300 par personne pendant que Maya pleurait jusqu'à s'endormir. Vous n'avez même pas appelé. Et maintenant tu veux de l'argent pour la fête d'Iboni. Écoute, Tiana, baisse d'un ton, a-t-elle répliqué sèchement, la douceur disparaissant instantanément. On avait une urgence familiale. Hunter avait une migraine. On a dû l'emmener prendre l'air frais et des protéines. C'était une situation médicale. Vous buviez des mimosas au ciel, ai-je dit, la coupant. J'ai vu les photos, maman. J'ai vu la légende, brunch sans drama. C'est ça que représente ma fille pour toi? Du drama? Ma mère a fait un bruit de dégoût. Tu es ridicule. Maya a 6 ans, Tiana. 6. Elle ne sait pas quel jour on est. Elle a probablement oublié 5 minutes plus tard.
C'est toi qui gardes rancune, pas elle. Tu projettes tes insécurités sur une enfant. Elle s'en souviendra, ai-je dit, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Elle a demandé pourquoi tu ne l'aimes pas. Oh, arrête avec le mélodrame, a dit ma mère. Bien sûr que je l'aime. Mais Iboni est aussi ma fille, et en ce moment Iboni a besoin de soutien. Elle traverse une crise du quart de vie. Tiana, c'est un âge très difficile. Elle se sent en retard dans la vie. Cette fête est importante pour son estime de soi. Toi tu as un mari. Tu as une carrière. Tu as une grande maison. Iboni n'a rien. Pourquoi tu ne peux pas simplement être reconnaissante pour ce que tu as et aider ta sœur au lieu de compter les points? J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. C'était le récit que ma mère avait tissé toute ma vie. Parce que je travaillais dur, parce que j'étudiais tard le soir, parce que j'avais construit une carrière, c'était moi qui devais donner. Et parce qu'Iboni était paresseuse et gâtée, elle était la victime qui avait besoin d'être sauvée. Je ne compte pas les points, maman, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Je parle de respect de base. Tu as blessé Maya et tu t'en fiches même. Tu n'as pas présenté d'excuses une seule fois dans toute cette conversation. Tout ce dont tu as parlé, c'est d'argent. De l'argent que tu as en abondance, a-t-elle rétorqué. Ne crois pas que je ne sais pas combien tu gagnes dans ce cabinet. Tiana, Dieu t'a béni. Et la Bible dit, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Tu es censé veiller sur ta famille, pas thésauriser ta richesse pendant que ta sœur souffre. Souffre, ai-je ri, un son sec et sans humour. Elle souffre parce qu'elle veut une fête dans un lieu au bord du lac qu'elle ne peut pas se permettre. Ce n'est pas de la souffrance, maman. C'est du délire. Surveille ton langage, a sifflé ma mère. C'est de ta sœur que tu parles. Et Hunter est un bon gars, il traverse juste une mauvaise passe. Si tu veux être égoïste, dis-le franchement. Mais n'essaie pas de me faire sentir comme une mauvaise mère juste parce que j'essaie d'offrir à Iboni une belle journée. Tu as eu tes mariages somptueux. Tu pars en vacances. Pourquoi veux-tu refuser à Iboni son moment? J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. Il n'y avait pas moyen de la faire comprendre. Dans son esprit, j'étais la méchante. J'étais la fille riche avare qui refusait de partager. Elle ne me voyait pas comme une personne avec des sentiments, elle me voyait comme un distributeur automatique avec un pot. Alors, tu vas envoyer l'argent ou pas, a-t-elle demandé, le ton impatient. Là, le gérant attend. Tiana, ne me fais pas honte. Ne me force pas à dire à Iboni que sa propre sœur a gâché son anniversaire. Gâché son anniversaire. Les mots ont résonné dans ma tête. Ils avaient gâché l'anniversaire de Maya sans une seconde d'hésitation, et maintenant elle me culpabilisait pour gâcher celui d'Iboni. La tristesse que j'avais ressentie pendant 3 jours s'est enfin évaporée. Elle a été remplacée par une clarté froide. J'ai réalisé alors que ma mère ne me respectait pas. Elle ne respectait pas mon mari, et elle ne respectait certainement pas mon enfant. Elle ne respectait que ce que je pouvais fournir. D'accord, maman, ai-je dit, ma voix soudain très calme. C'était combien déjà? 1670, a-t-elle dit instantanément, sa voix s'adoucissant. Merci, Tiana. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Au fond tu es une bonne fille. Envoie juste par zèle sur mon compte. Je dois courir à la caisse. Je t'aime. Elle a raccroché. Elle n'a pas attendu que je dise « je t'aime » en retour. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait eu ce qu'elle voulait ou du moins elle le pensait. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone. La conversation repassait dans ma tête, le gaslighting, la manipulation avec la Bible, le rejet de la douleur de ma fille. C'était un cours magistral de toxicité. Avant même que je puisse traiter la transaction de mes émotions concernant ma mère, le téléphone a fait un bruit de froissement. On aurait dit une lutte, suivie de la respiration lourde de quelqu'un qui avait monté un seul étage d'escalier. Puis, une voix qui m'a donné la chair de poule est sortie du haut-parleur. Ce n'était plus ma mère, c'était Hunter. Hunter était le mari de ma sœur Iboni. Il avait 28 ans, en parfaite santé, et n'avait pas eu d'emploi depuis 2 ans, quand il avait été viré de GameStop pour s'être disputé avec un client à propos de cartes Pokémon. Depuis, il s'était déclaré « entrepreneur visionnaire »,
ce qui en réalité signifiait qu'il restait assis sur le canapé chez moi à manger la nourriture payée par ma mère et à jouer à Call of Duty jusqu'à 4 heures du matin. C'était aussi un homme blanc qui adorait me faire la leçon, à moi, une femme noire qui avait construit son propre cabinet de zéro, sur le fonctionnement du monde. Tiana, écoute-moi, a-t-il dit. Sa voix avait ce ton condescendant qu'il utilisait toujours, celui qui donnait l'impression qu'il expliquait la physique quantique à un bambin. Je pense que tu passes à côté de l'image d'ensemble. Ta mère est contrariée. Ebony est contrariée. Et franchement, je suis un peu déçu par ton attitude. Mon attitude, ai-je répété, fixant le plafond. Je serrais le bord de mon bureau si fort que mes doigts étaient engourdis. Tu es déçu par mon attitude parce que je ne veux pas financer une fête pour les gens qui ont abandonné mon enfant? Tu vois, tu recommences, tu te concentres sur le négatif. Hunter a soupiré bruyamment. Tu t'accroches aux choses, Tiana. Tu as cet état d'esprit de pénurie. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tout le monde veut te le prendre. Mais ce n'est pas ça, la famille. La famille est une construction socialiste, Tiana. Il s'agit de redistribuer les ressources à ceux qui en ont le plus besoin. En ce moment, tu es celle qui a le surplus. Ebony est celle qui a le déficit. C'est juste de l'économie de base, tu dois équilibrer la balance. J'ai failli éclater de rire. Voilà un homme qui n'avait pas contribué un centime au foyer depuis 24 mois en train de me faire la leçon sur l'économie. Il vivait dans une maison coloniale de 4 chambres dans une communauté fermée que je possédais. Il conduisait une Lexus au nom de ma mère mais payée par l'allocation que je lui envoyais. Il était la définition même d'un parasite, et pourtant il parlait comme s'il était l'hôte. Hunter, ai-je dit, essayant de garder une voix neutre. Sais-tu qui paie les impôts fonciers sur le toit au-dessus de ta tête? Sais-tu qui paie les frais d'association pour que tu puisses utiliser la piscine communautaire? C'est hors sujet, m'a-t-il interrompu. Tu fais ces choses parce que tu peux. C'est ton privilège, Tiana. Et honnêtement, tu devrais vérifier ce privilège. Tu restes dans ta tour d'ivoire à nous juger parce qu'on essaie de profiter de la vie. Ebony traverse beaucoup de choses. Elle essaie de trouver son identité. Elle a besoin de cette fête pour lancer sa marque d'influenceuse. Si tu lui refuses ça, tu sabotes effectivement sa carrière. Saboter sa carrière, ai-je demandé. Elle n'a pas de carrière, Hunter. Elle a un compte Instagram où elle poste des photos de nourriture qu'elle n'a pas payée. C'est méchant, a tiqué Hunter. Et c'est exactement pourquoi la dynamique familiale est si toxique. Tu apportes cette énergie corporate, froide dans la maison. On essaie de créer une ambiance d'amour et de soutien. Quand on était au brunch dimanche, on parlait de toi. On disait à quel point c'est triste que Tiana ne puisse pas simplement se détendre et être dans le moment. On n'est pas venu à la fête de Maya parce qu'on ne voulait pas apporter notre stress dans sa journée. On la protégeait de notre énergie négative. On te rendait service. Vraiment? J'ai senti une veine palpiter sur ma tempe. Il me rendait service en fantomant ma fille de 6 ans. C'était le niveau de délire auquel j'avais affaire. Il tordait la réalité si fort qu'elle était sur le point de craquer. Et écoute, a-t-il continué, gagnant en assurance face à mon silence. Je sais que toi et Malik êtes obsédés par l'argent. Vous pensez que la valeur nette égale la valeur personnelle, mais je te le dis en tant qu'homme de cette maison, il y a des choses plus importantes que le solde de ton compte bancaire. Il y a la loyauté. Il y a le fait d'être présent. J'ai fermé les yeux très fort. Il se disait l'homme de la maison qui était à mon nom. La maison où j'avais payé le nouveau chauffe-eau l'hiver dernier parce qu'il avait cassé l'ancien en essayant de le réparer lui-même après avoir regardé un tuto YouTube. Alors voilà le deal, Tiana, a dit Hunter, sa voix descendant dans un registre sérieux de négociateur. Envoie les 1600. Ajoute un peu plus pour le pourboire parce qu'on veut bien traiter le personnel. C'est la bonne chose à faire. Sois la plus grande personne. Montre à Ebony que tu soutiens ses rêves. Si tu fais ça, je m'assurerai qu'elle t'invite à la table VIP. Tu pourras même faire un discours si tu le gardes court. Il s'est arrêté, attendant ma gratitude, attendant que je le remercie pour l'opportunité de payer ma propre humiliation. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, il croyait vraiment qu'il avait raison. Il croyait vraiment que mon rôle dans cette vie était de les servir. Il ne me voyait pas comme une sœur ou une fille, il me voyait comme une ressource à exploiter.
Et si je disais non maintenant, il continuerait simplement à argumenter. Il continuerait à tordre les mots, à utiliser son vocabulaire pseudo-intellectuel pour me peindre en méchante jusqu'à ce que je sois épuisé. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur où la page de virement bancaire était toujours ouverte. Le montant en dollars était toujours là, attendant d'être envoyé. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de gagner cette dispute. Je n'avais pas besoin de le faire comprendre. Parce que les actes parlent plus fort que les mots, et j'allais hurler avec mon portefeuille. Tu as raison, Hunter, ai-je dit, ma voix soudain douce. J'étais surprise de la facilité avec laquelle le mensonge est sorti. J'ai tout mal vu. J'étais tellement focalisé sur l'argent que j'ai oublié la valeur de la famille. Exactement. Hunter a expiré, l'air soulagé et triomphant. Je savais que tu finirais par comprendre. Tu avais juste besoin d'un peu de guidance. Oui, ai-je dit. J'avais besoin de guidance. Merci d'avoir clarifié mon rôle, Hunter. Remets maman au téléphone. En fait, laisse tomber. Dis-lui juste que je m'en occupe maintenant. Je me connecte à la banque en ce moment même. Bien, a dit Hunter. Assure-toi d'envoyer en mode amis et famille pour qu'il n'y ait pas de frais. On a besoin de chaque centime. Je m'assurerai que vous receviez exactement ce que vous méritez, ai-je dit. Génial, a-t-il dit. Merci, Tiana. On se verra à la fête. Oh, et essaie de t'habiller un peu mieux cette fois. C'est un lieu chic. Il a raccroché. La ligne s'est coupée. Je suis resté assise dans le silence de mon bureau, la tonalité occupée bourdonnant dans mon oreille comme un frelon en colère. Essaie de t'habiller un peu mieux, comme si je n'avais pas acheté le costume qu'il portait à son propre mariage. J'ai regardé à nouveau l'écran de virement. $1. Ça semblait trop généreux maintenant. Après cette conversation, $1 semblait une rançon royale, mais j'avais besoin de la trace de la transaction. J'avais besoin du reçu pour prouver que j'avais répondu à leur demande. J'ai supprimé le mémo original que j'avais tapé. Frais de service était trop subtil pour Hunter, il ne comprendrait pas. J'avais besoin de quelque chose qui transpercerait son ego. J'ai tapé un nouveau message dans la ligne mémo, pour l'homme de la maison. Le loyer est dû. J'ai cliqué sur confirmer. L'écran a clignoté, argent envoyé. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai laissé échapper un long souffle tremblant. C'était fait. Le pont n'était pas seulement brûlé, je l'avais pulvérisé depuis l'orbite. Hunter pensait m'avoir convaincu par la parole. Il pensait avoir mansplainé son chemin vers un autre paiement gratuit. Il allait bientôt découvrir que la seule chose qu'il avait réussi était de se parler hors d'un logement. 3, 2, 1. Mon téléphone s'est allumé. Ça a commencé par une seule vibration. Un texto de maman, Tiana, c'est quoi ça? Tu t'es trompé avec Zelle. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran. 10 secondes plus tard, un autre texto, Tiana, réponds-moi. Il est marqué $1. C'est une blague? Puis est venu le premier appel. C'était Ebony. J'ai regardé son nom danser sur l'écran. J'ai regardé la photo que j'avais mise pour elle, un selfie de nous datant de 5 ans, quand je pensais encore qu'on était proches, vibrer avec urgence. J'ai laissé sonner. Le téléphone a arrêté de sonner et a recommencé immédiatement. Cette fois c'était maman. J'ai laissé sonner. Puis est venue la rafale. C'était comme si un barrage avait cédé. Le téléphone vibrait si violemment qu'il cognait contre le bois du bureau. Texto après texto affluait, s'empilant sur l'écran verrouillé plus vite que je ne pouvais les lire. Ebony, tu es une égoïste salope. Je te hais. Comment as-tu pu me faire ça? Ebony, Hunter avait raison sur toi. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Tu n'es rien. Maman, ne m'ignore pas, décroche le téléphone. Je tremble là. Tu vas provoquer une crise cardiaque à ta sœur. Hunter, c'est de l'abus financier, Tiana. Je documente ça. Tu avais promis de soutenir la famille. C'est une violation de contrat verbal. J'ai regardé les messages arriver, détachés et calmes. C'était fascinant, vraiment. Il y a seulement 10 minutes, ils étaient trop occupés pour m'appeler. Ils étaient trop occupés pour s'excuser d'avoir manqué l'anniversaire de ma fille, mais dès l'instant où j'ai coupé les vivres,
ils ont soudain eu tout le temps du monde. Ils faisaient exploser mon téléphone avec un désespoir qu'ils n'avaient jamais manifesté pour mon bien-être. Le téléphone a recommencé à sonner. C'était Hunter qui appelait. Puis une notification de messagerie vocale est apparue, puis une autre, puis une longue série d'émojis en colère d'Iboni. J'ai tendu la main et pris le téléphone. Il était chaud dans ma paume à cause de l'activité incessante. J'ai glissé pour le déverrouiller. Je n'ai pas ouvert les messages. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je savais exactement à quoi ils ressemblaient. J'avais entendu leur voix dans ma tête pendant 30 ans me dire que je leur devais quelque chose, me dire que je n'étais pas assez, me dire que mon rôle était de les servir. J'ai ouvert le contact de maman. J'ai fait défiler jusqu'en bas de l'écran. Les lettres étaient rouges, bloquées l'appelant. J'ai tapoté dessus. Une boîte de confirmation est apparue, vous ne recevrez plus d'appels téléphoniques, de messages ou de FaceTime des personnes sur la liste de blocage. J'ai tapoté, bloqué le contact. Le bourdonnement s'est arrêté une seconde, mais Iboni continuait d'envoyer des textos. J'ai ouvert le contact d'Iboni. Bloqué l'appelant, bloqué le contact. De fait, il en reste un. Hunter a envoyé un dernier texto avant que je puisse m'occuper de lui. Hunter, tu vas le regretter. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. J'ai souri à l'écran. Regarde-moi faire. J'ai ouvert le contact de Hunter. Bloquer l'appelant, bloquer le contact. Silence. Le téléphone était posé là sur le bureau, sombre et silencieux. Le bourdonnement s'était arrêté. Les lumières clignotantes s'étaient éteintes. Le flot d'insultes s'était tari. C'était une paix instantanée. J'ai regardé autour de mon bureau. Les ombres semblaient moins menaçantes. La pièce paraissait plus grande. J'ai réalisé que mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. J'éprouvais un incroyable sentiment de pouvoir. Pour la première fois, c'était moi qui contrôlais la situation. J'avais pris la seule chose qu'ils utilisaient pour me manipuler, mon argent, et je l'avais transformé en arme d'autodéfense. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au petit réfrigérateur à vin dans le coin de la pièce. J'en ai sorti une bouteille de Sauvignon blanc que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai pris un verre et j'ai versé une généreuse quantité. Le vin était frais et froid. Je suis retourné au bureau et j'ai porté un toast au téléphone silencieux. Joyeux anniversaire, Iboni, ai-je murmuré dans la pièce vide. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait le goût de la liberté, mais je savais que le silence ne durerait pas. Les bloquer sur le téléphone n'était que la première étape. Ce n'était pas le genre de personne à accepter un « non ». C'était le genre de personne qui faisait monter les enchères. Ils n'allaient pas simplement rester là à accepter que la banque soit fermée. Ils allaient se rendre à l'agence. J'ai repris mon téléphone, mais pas pour les appeler. J'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à la lettre L, serrurier. J'ai composé le numéro. Ici serrurerie et clé d'urgence 24 heures. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit, la voix ferme et froide. Pouvons-nous faire cela, a demandé le répartiteur. Le propriétaire est-il présent? Je suis la propriétaire, ai-je dit. Et la maison est actuellement vide, mais elle ne le restera pas longtemps. Il faut changer ces serrures avant que les occupants actuels reviennent du brunch. Nous pouvons envoyer un technicien dans 20 minutes. Parfait, ai-je dit. Et vendez-vous des caméras de sécurité? Du genre avec détecteur de mouvement et audio à distance. Oui, madame, nous en avons. Installez-les, ai-je dit. Installez-les à chaque porte. Je veux voir leur visage quand ils essaieront d'insérer la clé dans la serrure. J'ai raccroché et je me suis levé. J'ai lissé ma jupe. Je suis sorti de mon bureau et j'ai trouvé Malik dans la cuisine en train de préparer un sandwich pour Maya. Il a levé les yeux vers moi, voyant l'expression étrange et calme sur mon visage. Que s'est-il passé, a-t-il demandé. Tu leur as payé? J'ai souri. Un vrai sourire. Le sourire d'une femme qui vient de lâcher un lourd fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Je leur ai payé, ai-je dit. Je leur ai donné exactement ce que Hunter réclamait, une leçon d'économie. Prends les clés de la voiture, Malik. Nous partons en balade. Je veux être garé au bout de la rue quand ils rentreront.
Malik n'a posé aucune autre question. Il a simplement posé le couteau, pris les clés et m'a suivi dehors. Le jeu avait commencé, et pour la première fois de ma vie, je jouais pour gagner. La maison sur Cedar Lane n'était pas seulement un bâtiment en briques et en mortier. C'était un héritage. Ma grand-mère, Nana Rose, avait acheté cette maison il y a 40 ans avec l'argent qu'elle avait économisé en frottant des sols et en nettoyant des bureaux. C'était une femme à la volonté de faire et à la foi profonde qui voyait des choses chez les gens qu'ils ne voyaient même pas eux-mêmes. Quand elle est décédée il y a 5 ans, elle a choqué toute la famille en laissant l'acte de propriété de la maison uniquement à mon nom. Elle ne l'a pas laissé à sa propre fille, Patricia, et encore moins à ma sœur, Ebony. Nana Rose savait. Elle savait que si elle laissait la maison à ma mère, elle serait hypothéquée dans le mois pour financer un projet frivole quelconque. Elle savait que j'étais la seule à protéger son héritage. Pendant 5 ans, j'avais honoré sa mémoire en laissant ma famille vivre là sans payer de loyer. Je payais les impôts fonciers. Je payais l'assurance. Je payais pour le nouveau toit. Je pensais être une bonne petite fille en maintenant la famille unie. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture garée au bout de la rue, regardant le SUV de ma mère sortir de l'allée, j'ai réalisé que j'avais eu tort. Je ne protégeais pas l'héritage, je permettais à des parasites de le détruire. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. C'était une notification d'American Express, un paiement en attente de $450 chez Ruth's Chris Steakhouse. J'ai fixé l'écran et j'ai laissé échapper un rire sec et creux. Ils étaient soi-disant sans abri. Soi-disant des victimes démunies jetées dehors par une fille cruelle. Et pourtant les voilà, en route vers l'un des steakhouse les plus chers d'Atlanta pour noyer leur chagrin dans du filet mignon et des queues de homard. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils utilisaient la carte d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à Ebony uniquement pour les urgences. Apparemment, l'absence de bœuf wagyu constituait une urgence dans leur monde. Je n'ai pas encore refusé le paiement. Je voulais qu'ils s'assoient. Je voulais qu'ils commandent des boissons. Je voulais qu'ils se mettent à l'aise. J'ai mis la voiture en prise et j'ai remonté lentement la rue. L'allée était vide. La maison paraissait sombre et silencieuse. C'était une belle maison, une coloniale spacieuse de 4 chambres avec une véranda enveloppante. Elle méritait de meilleurs occupants. Je me suis garé dans l'allée juste au moment où une camionnette blanche marquée « Serrurerie et sécurité 24 heures » s'est arrêtée derrière moi. Le technicien est descendu. C'était un homme costaud avec une ceinture à outils et une expression sérieuse. Je l'avais demandé spécifiquement parce que le répartiteur avait dit qu'il était leur travailleur le plus rapide. « Bonsoir, madame », a-t-il dit en hochant la tête vers moi. « Vous êtes Tiana Williams ?» « Oui », ai-je dit en descendant de la voiture. « J'ai l'acte de propriété et ma pièce d'identité ici même. » Je lui ai montré les documents. Il les a parcourus rapidement, vérifiant que j'étais bien la propriétaire légale du bien. « Très bien, madame Williams », a-t-il dit. « Que faisons-nous ce soir ?»« Tout », ai-je dit. « Je veux que chaque serrure extérieure soit remplacée. Porte d'entrée, porte arrière, porte latérale du garage. Et je veux les serrures intelligentes, celles que je peux contrôler depuis mon téléphone. J'ai aussi besoin de caméras installées aux entrées avant et arrière. Activées par mouvement avec audio bidirectionnel. » Il a sifflé doucement. « Quelqu'un a perdu ses clés. »« Quelque chose comme ça, ai-je dit. »« Pouvez-vous le faire en moins d'1 heure ?» Il a regardé la maison, puis m'a regardé à nouveau. « Pour un supplément urgent premium, je peux le faire en 45 minutes. »« Faites-le, ai-je dit. » J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé de secours et nous sommes entrés. L'odeur m'a frappé immédiatement. Ce n'était pas exactement une mauvaise odeur, mais c'était l'odeur de la stagnation. Ça sentait le parfum éventé, les vieux emballages de fast-food et la paresse. Je suis entré dans le salon pendant que le serrurier commençait à percer à la porte d'entrée. Le bruit de la perceuse était agressif et fort, un rugissement mécanique qui signalait la fin d'une ère. J'ai regardé autour de la pièce. La console de jeux vidéo de Hunter était en pause sur la télévision 60 pouces que j'avais achetée pour Noël. Des canettes de soda vide jonchaient la table basse. La Bible de ma mère était ouverte sur le fauteuil à côté d'une pile de factures impayées qui lui étaient adressées mais qui finiraient inévitablement sur mon bureau. Ce n'était pas une maison. C'était un nid. Il s'était installé dans ma gentillesse et s'y était confortablement installé tout en me traitant avec mépris.
Je suis allé à la cuisine. L'évier était plein de vaisselle sale. Un gâteau à moitié mangé était posé sur le plan de travail. Ce n'était pas un gâteau d'anniversaire, c'était juste un gâteau qu'ils avaient acheté parce qu'ils voulaient du gâteau. J'ai sorti mon téléphone. C'était l'heure de la deuxième phase de l'opération. J'ai ouvert l'application American Express. J'ai vu le paiement en attente pour le steakhouse. Ils venaient de commander. Ils étaient probablement en train de porter un toast à leur propre résilience en ce moment même. Ils riaient probablement de la façon dont ils me culpabiliseraient plus tard pour payer l'addition. J'ai cliqué sur l'onglet de gestion des cartes. J'ai sélectionné la carte d'Iboni. Annuler la carte. Motif, volé. J'ai sélectionné la carte de ma mère. Annuler la carte. Motif, volé. J'ai confirmé l'action. Immédiatement, les cartes étaient mortes. Quand le serveur apporterait l'addition dans 1 heure, il y aurait une conversation très gênante. Ils devraient utiliser leur propre argent, s'ils en avaient. Ou peut-être que Hunter pourrait faire la vaisselle. Je suis retourné à la porte d'entrée. Le serrurier installait le nouveau clavier. Il était élégant, noir et moderne. Terminé pour l'avant, a-t-il dit. La caméra est aussi installée. Elle se connecte à votre Wi-Fi. Il m'a donné le code maître. Je l'ai saisi. La serrure s'est verrouillée avec un bruit sourd satisfaisant et lourd. C'était le son d'un coffre-fort qui se ferme. C'était le son de limites enfin imposées. Nous sommes passés à la porte arrière, puis au garage. En moins de 40 minutes, la maison était devenue une forteresse. Les anciennes clés, celles qui pendaient encore à la boucle de ceinture de Hunter en ce moment, étaient devenues des morceaux de métal inutiles. Merci, ai-je dit en tendant une carte de crédit au technicien. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Il m'a regardé, et pendant un instant, son masque professionnel a glissé. J'ai déjà vu ce regard auparavant, madame. Vous reprenez votre vie en main. Bravo. Il a rangé ses outils et est parti. J'étais seul dans l'allée. La maison était verrouillée. Les caméras enregistraient. L'anneau bleu lumineux autour de la caméra de la sonnette brillait dans l'obscurité comme un œil vigilant. Il me restait une dernière chose à faire. J'ai fouillé dans mon sac et sorti une feuille de papier que j'avais imprimée au bureau. Ce n'était pas une note manuscrite, c'était un avis légal formel tapé sur l'entête de mon cabinet. Avis d'expulsion aux occupants non autorisés. Cette propriété appartient exclusivement à Tiana Williams. Vous n'avez aucun bail. Vous ne payez pas de loyer. Votre autorisation d'occuper ces lieux est révoquée avec effet immédiat, en raison de comportements hostiles et de non-contribution aux dépenses du foyer. Vous êtes par la présente tenue de retirer vos effets personnels dans un délai de 30 jours. L'accès à la propriété ne sera accordé que sur rendez-vous et sous supervision. J'ai sorti un rouleau de ruban adhésif industriel lourd. Je n'ai pas utilisé de ruban scotch transparent, j'ai utilisé le ruban argenté industriel qui avait l'air laid et permanent. J'ai collé la vis sur la porte d'entrée juste à hauteur des yeux. Je l'ai lissé, m'assurant qu'il ne pouvait pas être manqué. Je me suis reculé et j'ai regardé mon œuvre. La vie était dure. Il était impersonnel. C'était exactement ce qu'il méritait. Ils avaient essayé de me ridiculiser sur les réseaux sociaux. Ils avaient essayé de détruire ma réputation. Maintenant, ils rentreraient chez eux pour trouver une porte verrouillée et un document légal. Je suis retourné à ma voiture où Malik attendait. Il avait tout regardé, prêt à intervenir si les choses devenaient dangereuses. Ça va, a-t-il demandé quand je me suis glissé sur le siège passager. J'ai regardé la maison une dernière fois. J'ai pensé à Nana Rose. J'ai pensé à tout le mal qu'elle s'était donné pour cet endroit. J'ai pensé à quel point elle aurait eu honte de la façon dont sa fille et sa petite-fille se comportaient. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis libre. Malik a démarré la voiture. Nous ne sommes pas partis immédiatement. Nous avons descendu la rue et nous sommes garés à un endroit d'où nous avions une vue dégagée sur l'allée mais où nous étions cachés par les ombres des chênes. Nous avons attendu. 10 minutes plus tard, les phares sont apparus. Le SUV de ma mère a tourné dans la rue. Il roulait vite, probablement furieux à cause de la situation des cartes de crédit. Je les ai regardés s'engager dans l'allée. J'ai vu les feux stop s'allumer en rouge.
J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de la caméra connectée à la nouvelle sonnette. Le spectacle allait commencer, et j'avais une place au premier rang pour assister aux conséquences de leurs propres actes. Il était exactement 21h quand les phares du SUV de ma mère ont percé l'obscurité de ces Darlan. De mon poste d'observation dans la voiture garée au bout de la rue, je les ai regardés s'engager dans l'allée. Sur l'écran de mon téléphone, le flux haute définition de la nouvelle caméra de sonnette montrait chaque détail. Je voyais la vapeur s'élever du capot de la voiture. Je voyais la façon agressive dont Hunter ouvrait la portière côté conducteur. Je voyais même la grimace sur le visage de ma sœur Ebony. Ils avaient l'air épuisés et furieux. Le refus de la carte de crédit au steakhouse avait clairement gâché leur soirée, mais ils n'avaient aucune idée que leur mauvaise soirée était sur le point de se transformer en cauchemar. Hunter a monté les marches du perron avec l'arrogance d'un homme qui rentre dans son château. Il n'a pas remarqué tout de suite le ruban adhésif argenté qui maintenait la vie légale sur la porte. Il était trop concentré sur le fait d'entrer. J'ai regardé son doigt appuyé sur le clavier de la nouvelle serrure intelligente. Il a saisi le code qui avait fonctionné pendant 5 ans, 1, 2, 3, 4. C'était un code paresseux pour un homme paresseux. La serrure a émis un bip de rejet électronique strident et a clignoté en rouge. J'ai vu Hunter s'arrêter. Il a froncé les sourcils et secoué la tête, marmonnant quelque chose que le micro a capté clairement, truc stupide. Il a saisi le code à nouveau, plus fort cette fois, 1, 2, 3, 4. Bip, bip, bip. Lumière rouge. Ebony et maman se tenaient sur l'allée derrière lui, frissonnant légèrement dans l'air nocturne. « Qu'est-ce qui ne va pas, Hunter » a demandé maman, la voix stridente d'irritation. « Ouvre simplement la porte. J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« Ça ne marche pas » a répliqué Hunter. Il a saisi la poignée et l'a secouée violemment. Puis il a plongé la main dans sa poche et sorti son trousseau de clés. Il a sélectionné l'ancienne clé en laiton et l'a poussée vers le trou de serrure, mais il n'y avait pas de trou de serrure. La nouvelle serrure que j'avais installée était complètement sans clé, numérique et impénétrable. « Putain de merde » a crié Hunter. Il a reculé, regardant la porte comme si elle avait poussé des crocs. Où est le trou de serrure? C'est là qu'Ebony a vu le papier. Hunter, regarde. Elle a pointé un doigt manucuré vers la vie collée à hauteur des yeux. Hunter a arraché le papier de la porte. Il l'a tenu sous la lumière du perron. J'ai zoomé sur le flux de la caméra. Je voyais ses yeux parcourir les mots. Avis d'expulsion. Occupant non autorisé. Son visage a pris une teinte violette que je n'avais jamais vue auparavant. Il a froissé le papier dans son poing et s'est tourné vers la caméra. Il savait. Il savait que je regardais. Tiana, a-t-il hurlé vers l'objectif. Je sais que tu m'entends. Ouvre cette porte tout de suite. Ouvre-la ou je jure devant Dieu que je vais la défoncer. J'ai appuyé sur le bouton de conversation de l'application de mon téléphone. Ma voix a été projetée par le petit haut-parleur de la sonnette. Elle sonnait calme, métallique et absolue. Vas-y, Hunter, ai-je dit. Défonce-la. J'ai un enregistrement haute définition de toi menaçant de détruire une propriété. Ça ira très bien avec le rapport de police. Ma mère a poussé un cri étouffé, se tenant la poitrine. Tiana, a-t-elle gémi. Tiana, ma chérie, es-tu à l'intérieur? Pourquoi fais-tu ça? Nous sommes ta famille. Nous avons faim et nous sommes fatigués. Laisse-nous entrer. Vous n'êtes pas ma famille, maman, ai-je répondu, ma voix traversant l'air nocturne. C'est illégal, a rugi Hunter. Il a donné un coup de pied dans le bas de la porte avec sa lourde botte. Le bruit a résonné dans le haut-parleur. Tu ne peux pas simplement nous enfermer dehors. Nous avons des droits. C'est notre résidence. Lis la vie, Hunter, ai-je dit. Vous avez 30 jours pour retirer vos affaires. Je respecte la loi à la lettre. Mais ce soir, vous ne dormez pas ici. Ce soir, vous dormez où vous pouvez vous le permettre, ce qui, vu que j'ai annulé toutes les cartes de crédit, pourrait être la banquette arrière de cette voiture. Ebony s'est jetée sur la caméra en hurlant comme une furie. Je te hais. Je te hais. Tu es jalouse de moi. Tu as toujours été jalouse parce que maman m'aime plus. J'ai regardé son visage se déformer sur l'écran. C'était laid. C'était le visage d'une enfant gâtée qui n'avait jamais entendu « non ».
Peut-être qu'elle t'aime plus, Ebony, ai-je dit doucement. Mais voyons combien elle t'aime quand vous vivrez toutes les deux dans une chambre de motel payée avec son chèque de sécurité sociale. C'était le point de rupture. Hunter a perdu le peu de sang-froid qu'il lui restait. Il a tourné sur lui-même et a couru vers le SUV. Je l'ai vu fouiller dans le coffre. Quand il s'est retourné, il tenait une batte de baseball en métal. Malik s'est redressé sur le siège conducteur à côté de moi. « Dois-je descendre là-bas » a-t-il demandé, la main tendue vers la poignée de la porte. « Attends » ai-je dit, les yeux rivés sur l'écran. « Laisse-le creuser sa propre tombe. » Hunter a chargé à nouveau sur l'allée. Cette fois, il n'a pas attaqué la porte. Il a balancé la batte sauvagement contre la boîte aux lettres en briques au bout du chemin. Boum. Le bruit du métal contre la maçonnerie était affreusement fort. Un morceau de brique a volé. « Ouvre la porte, Tiana » a hurlé Hunter en balançant à nouveau la batte. Boum. Il a frappé les urnes décoratives sur le perron. La porcelaine s'est brisée partout, projetant de la terre et des fleurs mortes sur le béton. Ma mère pleurait maintenant et des sanglots bruyants et théâtraux destinés aux voisins. « Regarde ce que tu le forces à faire » a-t-elle crié vers la caméra. « Tu le rends fou. C'est ta faute, Tiana. Tu déchires cette famille. » « Je ne fais rien, maman, ai-je dit. Je suis assise dans une voiture à regarder un homme adulte faire une crise. Continue, Hunter. Chaque coup de batte est une charge supplémentaire que je vais porter contre toi. Destruction de biens privés. Vandalisme. Menace. Continue. » Hunter a couru jusqu'à la porte, haletant. Il a tenu la batte à quelques centimètres de l'objectif de la caméra. « Je vais te trouver, Tiana » a-t-il sifflé. « Et quand je te trouverai, tu vas payer pour ça. » J'ai pris une capture d'écran. Ce visage, cette menace, c'était la dernière pièce de preuve dont j'avais besoin pour l'ordonnance de restriction. « Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété, » ai-je dit. « Si vous êtes encore là à 21h15, j'appelle la police. » Et Hunter, puisque tu tiens une arme, je ne pense pas que la conversation avec les agents se passera très bien pour toi. Hunter a baissé la batte. Il a regardé maman. Il a regardé Ebony. L'adrénaline retombait et la réalité de sa situation s'imposait. Il se tenait sur un perron couvert de poteries brisées, tenant une batte de baseball devant une caméra de sécurité qui enregistrait tout dans le cloud. « Nous ne partons pas » a déclaré maman en croisant les bras. « C'est ma maison. Je t'ai élevé dans cette maison. Techniquement, c'est Nana Rose qui m'a élevé dans cette maison, l'ai-je corrigé. Toi, tu y vivais simplement. Et Nana Rose me l'a laissé parce qu'elle savait que ce jour viendrait. Elle savait que tu me saignerais à blanc si je te laissais faire. Comment oses-tu mêler ta grand-mère à ça » a hurlé maman. Elle se retourne dans sa tombe. Elle repose en paix, sachant que son investissement est enfin protégé, ai-je dit. 4 minutes. Ebony a tiré sur le bras de Hunter. Hunter, arrête. Les voisins regardent. J'ai regardé l'arrière-plan du flux vidéo. En effet, des lumières s'allumaient dans les maisons d'en face. Les gens regardaient par derrière les rideaux. Dans ce quartier aisé, un homme qui casse des choses avec une batte de baseball ne passait pas inaperçu. Hunter a jeté la batte sur l'herbe. « Très bien » a-t-il craché. « Nous partons, mais ce n'est pas fini, Tiana. J'appelle les médias. Je te poursuis pour préjudice émotionnel. Je vais te ruiner. » Et c'est toujours, ai-je dit. Mais souviens-toi, Hunter, les avocats coûtent cher, et tu n'as même pas assez d'argent pour un dîner au steak. Il a tressailli comme si je l'avais frappé physiquement. Il s'est retourné et a regagné la voiture en trombe. Maman et Ebony l'ont suivi, traînant des pieds, jetant des regards en arrière vers la maison avec un mélange d'incrédulité et de haine. Je les ai regardés monter dans la voiture. Ils ont claqué les portières. Le moteur a rugi. Ils ont reculé de l'allée, évitant de justesse la boîte aux lettres que Hunter venait de fracasser. Alors que leurs feux arrière disparaissaient dans la rue, j'ai laissé échapper un souffle que je retenais depuis 5 minutes. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais de l'intensité pure du moment. J'y étais arrivé. J'avais tenu bon face aux 3 personnes qui avaient contrôlé mes émotions toute ma vie. Malik a tendu la main et pris la mienne. «
Tu as bien fait, Tiana, a-t-il dit doucement. Tu as bien fait. J'ai regardé l'écran du téléphone. Le perron était vide. La poterie brisée gisait éparpillée au sol. L'avis d'expulsion était froissé dans les buissons. C'était le désordre, mais c'était mon désordre. Et pour la première fois depuis des années, la maison était silencieuse. Je pensais qu'ils avaient abandonné. Je pensais que partir signifiait qu'ils avaient accepté la défaite. Mais j'avais sous-estimé le désespoir d'un homme qui sent son train de vie gratuit lui échapper. Hunter n'est pas allé dans un motel. Il n'est pas allé dans un refuge. Il a roulé exactement un pâté de maison plus loin et s'est garé au coin, juste hors de vue de mes caméras. Mais il ne se cachait pas, il préparait son prochain coup. Après leur départ, Malik et moi étions entrés dans la maison. Je devais vérifier la propriété pour m'assurer qu'ils n'avaient pas cassé de fenêtre dans leur rage. Nous étions dans la cuisine en train de boire de l'eau et d'essayer de calmer nos battements de cœur quand l'alerte de sécurité a retenti à nouveau. Mouvement détecté, allez. J'ai froncé les sourcils et ouvert l'application. Ils étaient de retour. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Hunter se tenait au bout de l'allée. Il tenait son téléphone à l'oreille, faisant les 100 pas avec une énergie frénétique. Il agitait son bras libre en l'air, se produisant pour un public qui n'était pas encore là. J'ai appuyé sur le bouton audio pour écouter. Oui, officier. S'il vous plaît, dépêchez-vous, criait Hunter dans le téléphone. Elle est à l'intérieur en ce moment. Elle est violente. Ma mère a 60 ans et a une maladie cardiaque, elle l'a poussée. Je répète, elle a poussé une femme âgée dans les escaliers et nous a enfermés dehors. Nous sommes terrifiés. Elle a dit qu'elle avait une arme. Mon sang s'est glacé. Il n'appelait pas simplement la police pour régler un différend civil, il me souhaitait. Il disait à l'opérateur d'urgence qu'il y avait un intrus armé agressant une femme âgée. En Amérique, ce genre d'appel peut faire tuer une femme noire avant même qu'elle ait eu le temps de parler. Malik l'a entendu aussi. Son visage est devenu gris. Tiana, a-t-il murmuré. Mets-toi à terre. Si les flics arrivent en pensant que tu es armé, ils pourraient entrer en tirant. Je ne me suis pas mis à terre. Je me suis mis en colère. Hunter avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas effacer. Il jouait avec ma vie parce qu'il était furieux à cause d'une maison. J'ai fouillé dans mon sac et sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant, alimentées par une clarté froide et dure. J'ai composé un numéro que j'avais enregistré dans mes favoris il y a des années. David, mon avocat, a répondu à la deuxième sonnerie. Tiana, il est 21h30. Ça a intérêt à être important. Ils ont appelé la police, David, ai-je dit, la voix rapide et précise. Hunter est au téléphone avec le 911 en ce moment. Il prétend que je suis une intruse. Il prétend qu'il y a maltraitance envers personnes âgées. Il leur a dit que j'avais une arme. Je suis à l'intérieur de la maison. J'ai l'acte de propriété. J'ai le nouveau bail que j'ai rédigé pour moi-même. Le ton de David est passé instantanément de somnol à tranchant. Écoute-moi, Tiana. N'ouvre pas la porte tant qu'ils ne se sont pas annoncés. Quand tu ouvriras, garde les mains visibles. Ne tiens pas le téléphone. Ne tiens pas les papiers. Fais reculer Malik. Je suis en route, mais je suis à 20 minutes. Tu dois désescalader la situation. J'ai raccroché. J'ai regardé Malik. Reste dans la cuisine, ai-je ordonné. Pas question, a dit Malik en avançant. Je ne te laisse pas les affronter seul. Malik, s'il te plaît, ai-je dit en attrapant ses épaules. Il m'a regardé, les yeux pleins de peur et d'amour, mais il a hoché la tête. Il s'est déplacé vers la fenêtre latérale et a levé son téléphone, prêt à capturer ce qui allait se passer ensuite. Puis le son est arrivé. Ça a commencé comme un gémissement lointain, mais en quelques secondes, ça s'est transformé en un rugissement assourdissant. Des lumières bleues et rouges ont balayé le devant de la maison, illuminant le salon en flash chaotique. On aurait dit une discothèque infernale. Je suis allé à la fenêtre avant et j'ai regardé à travers les stores. Ce n'était pas une seule voiture de patrouille, c'en étaient 3. 3 véhicules ont pilé devant ma pelouse. Les portières se sont ouvertes. Les officiers sont sortis, les mains posées sur leur holster, se déplaçant avec une précision tactique.
Hunter a couru vers eux. Il faisait la performance de sa vie. Il est tombé à genoux dans l'herbe, pointant la maison du doigt, sanglotant. Elle est là-dedans, l'ai-je entendu crier par-dessus les sirènes. Elle est folle. Elle a frappé ma mère. Elle a un pistolet. Sortez-la. S'il vous plaît, sauvez ma famille. Ma mère se tenait près de la voiture, se tenant la poitrine, jouant parfaitement le rôle de la victime fragile. Ebony la serrait dans ses bras, regardant les officiers avec de grands yeux terrifiés. Les voisins sortaient maintenant de leur maison et les Johnson d'en face, Madame Gable à côté, ils étaient tous debout dans leurs allées en pyjama, regardant le spectacle. Hunter avait voulu me ridiculiser sur Facebook, mais il avait obtenu quelque chose de bien pire, il avait transformé ma maison en scène de crime. L'un des officiers, un homme grand avec une lampe torche, a dégainé son arme et s'est approché de la porte d'entrée. Un autre officier s'est déplacé sur le côté, contournant la maison. Police. Occupants de la résidence, sortez les mains en l'air. C'était le moment. Le moment où la vérité entrait en collision avec le mensonge. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lissé ma chemise. Je me suis assuré que mes mains étaient vides. Je suis allé à la porte d'entrée. J'ai déverrouillé le verrou. Le bruit a résonné fort dans le silence qui était tombé sur la rue. J'ai tourné la poignée et poussé la porte lentement. Je suis sorti sur le perron. Mettez vos mains où je peux les voir, a crié l'officier, braquant la lampe torche directement dans mes yeux. J'ai levé les mains lentement, paumes ouvertes. Je n'ai pas plissé les yeux. Je n'ai pas tressailli. Officier, ai-je dit, la voix calme et assez forte pour que les voisins entendent. Je m'appelle Tiana Williams. Je suis la propriétaire de cette propriété. Je suis désarmé. La seule arme ici, ce sont les mensonges que cet homme vous raconte. L'officier n'a pas baissé sa lampe. Descendez du perron lentement. Gardez les mains en l'air. J'ai descendu une marche, puis une autre. Je voyais Hunter du coin de l'œil. Il souriait. Il pensait avoir gagné. Il pensait que me voir les mains en l'air signifiait que j'allais en prison. Il pensait que la police était ses agents personnels. A-t-il quelqu'un d'autre dans la maison, a demandé l'officier. Mon mari est dans la cuisine, ai-je dit. Il est désarmé. Nous sommes les seules personnes ici. Nous venons de faire changer les serrures aujourd'hui parce que les personnes que vous voyez sur la pelouse ont été expulsées pour non-paiement et comportement hostile. Menteuse, a hurlé Hunter en se jetant en avant. Elle s'est introduite par effraction. C'est ma maison. Elle a battu ma mère. Regardez-la. Regardez ma mère. Reculez, monsieur, a aboyé un autre officier, posant une main sur la poitrine de Hunter pour le retenir. L'officier principal a légèrement baissé sa lampe, me voyant enfin correctement. Il voyait une femme en tailleur. Il voyait une femme qui ne ressemblait en rien au maniaque drogué décrit par Hunter. Madame, a dit l'officier, le ton un peu moins agressif mais toujours sur ses gardes. Nous avons reçu un appel concernant une perturbation domestique impliquant une arme et des blessures à une personne âgée. Avez-vous une pièce d'identité? Avez-vous une preuve de résidence? Oui, ai-je dit. Elle est dans mon sac juste à l'intérieur de la porte. Puis-je aller la chercher? Lentement, a dit l'officier. Je me suis dirigé vers la porte. Je sentais les regards de tout le quartier dans mon dos. Je sentais la haine de Hunter irradier comme de la chaleur. Il avait escaladé jusqu'au point de non-retour. Il avait gaspillé les ressources de la police. Il avait fait un faux rapport. J'ai pris mon sac et le dossier bleu contenant l'acte de propriété. Je suis ressorti. J'ai tendu le dossier à l'officier. Voici l'acte de la maison, ai-je dit. Mon nom est dessus, Tiana Williams. Et si vous vérifiez vos logs d'appel, vous verrez peut-être un appel il y a environ une heure où j'ai signalé une perturbation impliquant cet homme détruisant ma boîte aux lettres avec une batte de baseball. J'ai les vidéos de cet incident. Et j'ai les vidéos de lui attendant au coin pour vous appeler avec une fausse histoire. L'officier ouvrit le dossier. Il braqua sa lampe sur les documents. Il regarda l'acte de propriété. Il regarda la date. Il regarda le tampon du greffier du comté. Puis il regarda Hunter. Le sourire narquois disparut du visage de Hunter. Il vit le changement.
Il vit le moment où l'officier comprit qu'il avait été dupé. « Officier, attendez » balbutia Hunter. « Elle a falsifié ça. C'est une comptable, elle sait comment truquer des papiers. » L'officier referma le dossier. Il me le rendit. Il se tourna vers son partenaire. « Baissez vos armes. » Puis il se tourna vers Hunter. Il marcha lentement le long de l'allée, sa main posée sur sa ceinture, pas sur son arme, mais sur ses menottes. « Monsieur, » dit l'officier, la voix dangereusement basse. « Vous avez dit à la centrale qu'il y avait une situation de tireur actif ici. Vous nous avez dit qu'une femme âgée avait été agressée. » « Elle l'a été, » mentit Hunter, la voix brisée. « Elle a été agressée émotionnellement. C'est la même chose. » « Non monsieur, ce n'est pas la même chose, » répondit l'officier. « Déposer une fausse plainte à la police est un crime. Abuser du système d'urgence 911 est un crime. Et me faire perdre mon temps alors que je pourrais aider de vraies victimes est quelque chose que je prends très personnellement. » « Mais elle nous a mis dehors, » pleurnicha Hunter, me pointant du doigt comme un enfant en bas âge. « Je m'en fiche si elle vous a envoyé sur la lune, » répliqua l'officier sèchement. « Si son nom figure sur l'acte de propriété et que vous n'avez pas de bail, elle peut changer les serrures quand elle veut. C'est une affaire civile. Ce que vous venez de faire, en revanche, est une affaire criminelle. Tournez-vous, » dit l'officier. Le visage de Hunter devint pâle. « Quoi ? Pourquoi ? Tournez-vous et posez vos mains sur le capot de la voiture, » aboya l'officier, sa main se déplaçant vers sa ceinture. « Vous avez appelé le 911 et signalé un intrus armé. Vous avez gaspillé des ressources d'urgence. Vous avez déposé une fausse plainte. Et maintenant je vois des preuves de vandalisme et de comportement menaçant. Voici ce qui va se passer, » dit l'officier en se penchant vers lui. « Vous et votre famille allez monter dans ce véhicule. Vous allez quitter cette propriété immédiatement. Si vous revenez ce soir, si vous passez devant cette maison en voiture, si vous regardez ne serait-ce qu'une fois dans cette direction, je vous arrêterai pour intrusion et harcèlement. Est-ce que vous me comprenez ?» Hunter hocha la tête, des larmes de frustration montant dans ses yeux. « Mais nous n'avons nulle part où aller, » murmura-t-il. « C'est une affaire civile, » répondit l'officier en reculant. « Ce n'est pas mon problème. Bougez maintenant. » La marche jusqu'à la voiture fut la plus longue de leur vie. Je restai sur mon porche, le menton relevé, les regardant. Les voisins regardaient aussi. Madame Gable, de l'autre côté de la rue, secoua la tête de dégoût. Les Johnson se murmuraient à l'oreille, pointant du doigt la boîte aux lettres brisées. Ma famille, qui s'était toujours enorgueillie de son apparence, qui avait toujours essayé de paraître parfaite aux yeux du monde extérieur, partait dans la disgrâce. L'officier de police se tourna vers moi. Il toucha le bord de son chapeau. « Madame Williams, nous allons déposer un rapport sur l'appel frauduleux. Vous devriez l'utiliser pour obtenir une ordonnance de protection. Gardez ces vidéos en sécurité. » « Merci, officier, » dis-je. Ils montèrent dans leur voiture de patrouille et partirent, les lumières s'estompant enfin dans la nuit. Je restai seul avec Malik sur le porche de notre maison silencieuse et brisée. La boîte aux lettres était détruite. Les pots de fleurs étaient fracassés. Mais je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité. J'avais repris mon espace. J'avais repris ma dignité. Et en regardant la rue vide, je savais que la partie la plus difficile était terminée. Ou du moins, je le pensais. Mais Hunter n'en avait pas fini. Même dans la défaite, il complotait, et son prochain coup me forcerait à utiliser l'arme que je n'avais pas encore touchée, mes compétences professionnelles. Le silence revint dans ma maison, mais je savais que c'était le calme avant une tempête bien plus laide. Je me servis un verre de vin et m'assis par terre dans mon salon, le dos contre le canapé. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une profonde exhaustion. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'alluma à nouveau. Mon estomac se noua. Je savais que je devrais l'ignorer. Je savais que je devrais simplement les garder bloqués et aller dormir, mais la curiosité est une chose dangereuse. J'ouvris l'application. Ce que je vis me fit blêmir. Hunter n'avait pas simplement écrit une publication, il avait écrit un manifeste. C'était un long essai décousu accompagné d'une photo de ma mère paraissant triste et fragile, assise sur le siège passager de leur voiture. L'éclairage avait été manipulé pour la faire paraître plus vieille et plus malade qu'elle ne l'était réellement.
La légende commençait par les mots « Mon cœur est lourd ce soir ». Je continuais à lire, ma main se crispant sur le pied de mon verre de vin. Amis et famille, je n'aurais jamais pensé porter des affaires privées sur un forum public, mais nous n'avons pas le choix. Ce soir, ma femme Iboni, sa mère Patricia et moi avons été jetés à la rue comme des ordures. Nous avons été des membres loyaux et aimants de la famille, mais apparemment l'argent change les gens. Ma belle-sœur Tiana, que nous savons tous bénie d'une carrière très bien payée, a décidé que la famille n'était plus assez bien pour elle, continua-t-il. Nous avons manqué l'anniversaire de sa fille à cause d'une urgence médicale. Je souffrais de migraines sévères et de déshydratation. Au lieu de comprendre, Tiana a décidé de se venger. Elle nous a réclamé de l'argent qu'elle sait que nous n'avons pas parce que je suis au chômage pour raison de santé. Quand nous n'avons pas pu payer sa rançon, elle a changé les serrures de notre maison familiale. Elle a laissé sa propre mère, une femme de 60 ans souffrant d'une maladie cardiaque, sans abri au milieu de la nuit. Je fixais l'écran. Une maladie cardiaque ? Ma mère était en pleine forme. La seule condition qu'elle avait était une allergie chronique à payer ses propres factures. Nous sommes actuellement assis sur un parking en nous demandant où nous dormirons ce soir, écrivit Hunter. Ça fait mal de savoir que quelqu'un peut avoir tant de richesses mais un esprit si pauvre. Priez pour nous, et priez pour Tiana afin qu'elle trouve Dieu et se souvienne d'où elle vient. Les commentaires affluaient à la seconde, et ils venaient de ma propre famille. Ma tante Brenda, la femme dont j'avais aidé à payer l'hypothèque il y a 3 ans, fut la première à commenter, c'est honteux. J'ai toujours su que cette fille se pensait meilleure que nous. Ne t'inquiète pas, Patricia. Tu peux venir chez moi. Honte à toi, Tiana. Mon cousin Marcus, que j'avais sorti de prison quand il avait 19 ans, ajouta son grain de sel, c'est ce qui arrive quand les gens ont un peu d'argent. Ils oublient leurs racines. Garde la tête haute, Hunter. Le karma existe. Je fis défiler les commentaires en ayant l'impression d'être poignardé encore et encore. Ces gens, je les avais reçus pour Thanksgiving. Ces gens, je leur avais acheté des cadeaux de Noël. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ne connaissaient pas les prêts non remboursés. Ils ne connaissaient pas les abus émotionnels. Ils ne savaient pas que Hunter avait moqué ma fille quelques heures plus tôt. Je voulais hurler. Je voulais taper une réfutation furieuse. Je voulais poster les captures d'écran du brunch chez Liel. Je voulais poster les reçus des milliers de dollars que je leur avais donnés au fil des ans. Je voulais laver mon nom. Mais alors que mon pouce planait au-dessus du bouton de réponse, je m'arrêtai. Je regardais le chaos sur l'écran. Le drame, le bruit, les accusations. C'était exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient m'entraîner dans la boue avec eux. Ils voulaient une bagarre publique parce que, dans une bagarre publique, les faits n'importent pas, seules les émotions comptent. Si je répondais, j'aurais l'air sur la défensive. J'aurais l'air d'essayer de justifier l'expulsion de ma mère. Je baissai mon téléphone. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Je réalisai que les bloquer n'était pas suffisant. Changer les serrures n'était pas suffisant. Ils se sentaient en droit d'occuper ma maison parce que pendant des années je les avais laissés croire qu'elle leur appartenait. Je me levai du sol. Mes mouvements étaient calmes et précis. Je sortis du salon et descendis le couloir jusqu'à mon bureau à domicile. J'éteignis la lumière et montai à l'étage vérifier ma fille endormie. Demain, la vraie bataille commencerait. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une maison tranquille. Mais mon téléphone bourdonnait déjà avec une nouvelle menace. Hunter m'avait envoyé un SMS depuis un numéro jetable puisque j'avais bloqué son principal. Tu penses que tu as gagné, disait le message, mais j'ai parlé à un avocat. Nous avons établi une résidence. Tu ne peux pas nous expulser sans ordonnance du tribunal. Ça s'appelle les droits des squatteurs. Nous revenons, et si tu nous enfermes dehors à nouveau, nous te poursuivrons pour expulsion illégale. Tu ferais mieux d'avoir un chèque prêt pour notre détresse émotionnelle. Je fixai le message et sentis un sourire froid se dessiner sur mon visage. Les droits des squatteurs. Bien sûr, c'était exactement le genre de faille que Hunter essaierait d'exploiter. Il voulait utiliser la loi pour me voler. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Je ne suis pas seulement une propriétaire. Je suis une comptable judiciaire. Je passe mes journées à traquer l'argent caché,
à exposer les fraudes et à découvrir les secrets que les gens essaient désespérément d'enterrer dans leurs registres financiers. Hunter voulait parler de droit, je décidai qu'il était temps de parler de responsabilité. J'entrai dans mon bureau à domicile et fermai la porte. Je n'allumai pas les lumières. Je m'assis devant ma configuration à 3 écrans et fis craquer mes doigts. Il était temps d'un audit judiciaire. Pendant des années, j'avais géré les impôts de ma mère. Je l'avais aidé à déclarer ses revenus. Je gérais ses comptes de retraite. Et je surveillais son score de crédit. Je le faisais pour être utile. Je le faisais parce qu'elle prétendait être mauvaise avec les chiffres, mais je n'avais jamais regardé les détails de trop près. Je m'étais juste assuré que les totaux concordaient et j'avais soumis les documents. Aujourd'hui, j'allais regarder les détails. Je me connectais au service de surveillance de crédit que j'avais mis en place pour ma mère il y a des années. Elle m'avait donné une procuration pour gérer ses finances, un document qu'elle avait probablement oublié, mais qui était toujours légalement valide. J'accédais à son rapport de crédit. La première chose que je remarquai fut le taux d'utilisation. Il était à 90%. Ma mère vivait avec un revenu fixe. Elle avait une petite pension et la sécurité sociale. Elle n'aurait pas dû avoir de soldes élevés sur ses cartes de crédit. Je cliquai sur l'onglet « Comptes ouverts ». Mon souffle se coupa. Il y avait 5 cartes de crédit listées. J'en reconnus 2, c'étaient celles que j'aidais à rembourser chaque mois. Mais il y en avait 3 autres 3 cartes que je n'avais jamais vues, une Chase Sapphire, une Capital One Venture et une American Express Platinum. C'étaient des cartes premium avec des limites élevées, et elles étaient à leur maximum. Dette totale, 45 000 $. Je sentis une vague de nausée. Ma mère ne voyageait pas. Elle ne mangeait pas dans des restaurants gastronomiques. Elle achetait ses courses chez Kroger et ses vêtements chez Ross. Comment pouvait-elle dépenser 45 000 $? Je cliquai sur l'historique des transactions de la carte Chase. La liste des achats défilait à l'écran comme un témoignage de cupidité, GameStop, 500 $, Foot Locker, 300 $, DraftKings, 2000 $, DraftKings, 1000 $, Supreme, 800 $, Club Magic City, 400 $. Je me figeai. Ce n'étaient pas les achats de ma mère. Ma mère ne pariait pas sur le sport. Ma mère n'achetait pas de basket en édition limitée. Et ma mère ne passait certainement pas ses mardis soirs dans un club de striptease au centre d'Atlanta. C'étaient les achats de Hunter. J'ouvris les détails de la carte American Express. L'utilisateur autorisé était listé comme Patricia Williams, mais l'adresse de facturation était réglée sur une boîte postale que je ne reconnaissais pas. Puis je vis la date de demande, il y a 2 ans, juste autour du moment où Hunter avait perdu son emploi. Je commençai à relier les points. Hunter avait utilisé le numéro de sécurité sociale de ma mère. Il avait utilisé son nom pour ouvrir ses cartes. Il avait intercepté le courrier pour qu'elle ne voie jamais les relevés. Il avait vécu un style de vie champagne sur la cote de crédit d'une retraitée. Ce n'était pas seulement de l'irresponsabilité financière. Ce n'était pas seulement être un mauvais gendre. C'était du vol d'identité. C'était de la fraude électronique. C'était de la maltraitance envers une personne âgée. Je consultai l'historique des paiements. Les paiements minimums étaient effectués depuis un compte bancaire que je ne reconnaissais pas. Je traçai le numéro de routage. Il appartenait à une banque en ligne. Le nom du titulaire du compte, Hunter Davis. Il avait ouvert des cartes au nom de ma mère, les avait poussées à leur maximum, puis avait effectué les paiements minimums pour maintenir le stratagème, utilisant probablement l'argent que je donnais à ma mère pour les factures afin de couvrir ses traces. Je m'adossai à mon fauteuil, la lueur des écrans illuminant mon visage. Hunter menaçait de me poursuivre pour droit des squatteurs. Il menaçait de me traîner devant un tribunal civil pour se battre pour une chambre. Pendant ce temps, il avait commis des crimes fédéraux passibles d'une peine de prison allant jusqu'à 30 ans. Il voulait jouer au dur légal. Il avait apporté une batte de wiffle-ball à une guerre nucléaire. J'imprimais tout. J'imprimais les relevés. J'imprimais le rapport de crédit. J'imprimais les journaux de transactions montrant les dettes de jeu et les clubs de striptease. Je les organisais en une pile nette. Je pris mon téléphone et rappelai mon avocat. « David » dis-je quand il répondit. « Ne t'inquiète pas pour l'avis d'expulsion. Nous avons quelque chose de bien plus gros. »
J'ai besoin que tu rédiges un accord de règlement, et j'ai besoin que tu appelles la division des fraudes du département de police. J'ai trouvé le levier. Que as-tu trouvé? Demanda David. J'ai trouvé 45 000 raisons pour lesquelles Hunter va laisser ma famille tranquille pour toujours, dis-je. Je raccrochai. Je regardais la pile de papier. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était la fin de la manipulation. C'était la fin des culpabilisants. Je pris mes clés de voiture. Je savais où ils se trouvaient. Le téléphone de ma mère partageait toujours sa localisation et une fonction qu'elle ne savait probablement pas désactiver. Ils étaient dans un motel bon marché près de l'autoroute. Je n'allais pas là-bas pour supplier. Je n'allais pas là-bas pour me battre. J'allais là-bas pour livrer un audit. Et cette fois, les chiffres allaient mettre quelqu'un en menottes. La revanche arrivait, et elle allait être douce. Je choisis un lieu neutre pour la confrontation finale. C'était un café 3 villes plus loin, loin des regards indiscrets de nos voisins et des décombres de ma pelouse avant. J'arrivais 15 minutes en avance. Je commandai un café noir et m'assis dans un box d'angle, le dos au mur. Sur la table devant moi se trouvait l'épaisse pile de documents que j'avais compilés la veille au soir. Ce n'était pas juste une pile de papier. C'était une arme. C'était la vérité qui allait enfin trancher le cordon toxique qui me liait à ma famille. Quand ma mère et Ebony entrèrent, elles ressemblaient à des fantômes d'elles-mêmes. Seulement 48 heures s'étaient écoulées depuis l'expulsion, mais la vie au motel avait prélevé son tribut. Les cheveux de ma mère étaient en désordre, et elle portait un survêtement froissé. Ebony avait l'air fatiguée, sa défiance habituelle remplacée par une énergie nerveuse et agitée. Elles me repérèrent et hésitèrent. Je ne fis pas signe. Je hochai simplement la tête vers les chaises vides en face de moi. Elles s'assirent. Ma mère se mit immédiatement à pleurer. C'était un réflexe chez elle, un mécanisme de défense qu'elle utilisait chaque fois qu'elle se sentait acculée. Tiana, sanglota-t-elle, tendant la main vers la mienne par-dessus la table. Je retirai ma main. Tiana, s'il te plaît. Ça est allé trop loin. Nous vivons dans un motel infesté de cafards. Hunter est si stressé qu'il peut à peine manger. Nous sommes une famille. Tu dois arrêter ça. Tu dois nous laisser rentrer à la maison. Je la regardais. Je regardais la femme qui m'avait mise au monde mais qui ne m'avait jamais vraiment vu. Je ne ressentis rien. Ni culpabilité, ni colère, juste un détachement froid et professionnel. Où est Hunter? Demandai-je. Il est dans la voiture, dit Ebony d'une voix faible. Il a dit qu'il ne voulait pas faire de scène. Il a peur, Tiana. Il pense que tu vas le faire arrêter. Il devrait avoir peur, dis-je, mais pas à cause de moi. Il devrait avoir peur de toi, maman. Et il devrait avoir peur du gouvernement fédéral. Ma mère s'essuya les yeux, la confusion assombrissant son visage. De quoi parles-tu? Je posai ma main sur la pile de papier. Je ne suis pas ici pour parler de la maison, maman. La maison, c'est fini. Tu n'y vivras plus jamais. Je suis ici pour parler de pourquoi tu es fauché. Je suis ici pour parler de pourquoi tu as 45 000 $ de dette de carte de crédit dont tu n'es pas au courant. Ma mère fronça les sourcils. Je n'ai pas de dette. Je paie mes factures. Tu m'aides à payer mes factures. J'ouvris le dossier. Je fis glisser la première page sur la table. C'était le rapport de crédit. Maman, regarde ça, dis-je en pointant la liste des comptes ouverts. Tu as une carte chez Saphir. Tu as une American Express Platinum. Tu as une Capital One Venture. Est-ce que tu as ouvert ces cartes? Ma mère plissa les yeux sur le papier. Non, je n'utilise pas ces banques. Je n'ai que les cartes que tu rembourses. Je fis glisser la page suivante. C'était le journal des transactions. Regarde les dépenses, maman. Regarde les dates. 500 $ chez GameStop. 800 $ pour des baskets en édition limitée. 2000 $ sur des applications de paris sportifs. Et voici mon préféré, 400 $ au club Magic City un mardi soir. Ma mère fixa les chiffres, la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda Ebony. Ebony lisait la liste, son visage pâlissant. Ebony, dis-je d'une voix tranchante.
Est-ce que maman chausse du 12 en Air Jordan? Est-ce que maman parie sur les Falcons? Est-ce que maman va dans des clubs de striptease? Ebony secoua lentement la tête. Non. Alors qui, demandai-je. Qui dans votre maison fait ces choses? Le silence à la table fut assourdissant. La réalisation les frappa comme un coup physique. Elles avaient protégé Hunter. Elles m'avaient blâmé, m'avaient traité d'avare, d'égoïste. Pendant ce temps, l'homme qu'elles protégeaient vidait méthodiquement la vie financière de ma mère. Il a volé mon identité, murmura ma mère. Sa voix tremblait d'une horreur que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Oui, c'est ce qu'il a fait, dis-je. Et il le fait depuis 2 ans. Il a poussé les cartes à leur maximum puis a utilisé l'argent que je t'envoyais pour payer les minimums afin que tu ne remarques rien. Il ne vivait pas simplement gratuitement dans ma maison, maman. Il te volait à l'aveugle. Ebony se mit à pleurer. Mais il disait qu'il investissait. Il disait qu'il faisait du day trading. Il disait que l'argent venait de son compte crypto. Il a menti, Ebony, dis-je. C'est un fraudeur. C'est un criminel. Et en ce moment, il est assis dans la voiture de ma mère, probablement en train de vérifier son application de paris sur un téléphone payé avec de l'argent volé. Ma mère mit sa tête dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Mon crédit. Ma pension. Je suis ruiné. Je le suis. Je me penchai en avant. C'était le moment. C'était l'ultimatum. Tu n'es pas encore ruiné, dis-je. Mais tu es à un carrefour. J'ai parlé à la division des fraudes du département de police. J'ai préparé un dossier, mais je ne l'ai pas encore déposé. Ma mère leva les yeux, un espoir vacillant dans son regard. Tu peux arranger ça. Tu peux rembourser, hein, Tiana? Je ris. C'était un son dur. Non, maman. Je ne paierai pas un centime. J'en ai fini de nettoyer tes bêtises. Voici l'accord. Tu as 2 choix. Je levai un doigt. Choix 1, tu sors jusqu'à cette voiture. Tu dis à Hunter que tu sais tout. Et ensuite tu le conduis directement au poste de police et tu portes plainte contre lui pour vol d'identité et maltraitance financière d'une personne âgée. Si tu fais ça, je t'aiderai avec les documents légaux pour effacer ton historique de crédit. Je t'aiderai à faire annuler les dettes comme fraude. Je levai un 2e doigt. Choix 2, tu ne fais rien. Tu continues à le protéger. Tu continues à me blâmer. Si tu choisis ça, je déposerai moi-même un rapport. Mais je ne le déposerai pas seulement contre Hunter, je le déposerai contre vous 3. Je soutiendrai que puisque vous viviez dans la maison et dépensiez l'argent, vous étiez complice de la fraude. Je traînerai toute la famille devant le tribunal et je laisserai le juge décider qui va en prison. Ebony eut un hoquet. Tu ne nous mettrais pas en prison. Et c'est pour voir, dis-je. Ma fille a pleuré le jour de son anniversaire, Ebony. Je n'ai plus rien à perdre. Vous avez 1 heure. Si je ne reçois pas un appel du détective disant que vous êtes dans le hall à porter plainte, j'appuie sur le bouton nucléaire. Je me levai. Je ne finis pas mon café. Je ne les serrai pas dans mes bras. Je regardai les 2 femmes qui avaient rendu ma vie misérable pendant si longtemps, et je ressentis une étrange pitié. Elles étaient faibles. Elles avaient laissé un prédateur entrer dans leur vie parce qu'il leur disait ce qu'elles voulaient entendre. Le choix est vôtre, dis-je. Sois une mère pour une fois dans ta vie, Patricia. Protège-toi, ou sombre avec le navire. Je me tournai et sortis du café. Je marchai jusqu'à ma voiture et montai dedans. Mes mains étaient fermes. Ma respiration était calme. Je regardais dans le rétroviseur tandis que ma mère et Ebony jaillissaient du café. Elles couraient vers leur voiture. Elles criaient. Je n'attendis pas de voir ce qui se passait ensuite. Je partis. Je rentrai chez moi, dans ma maison tranquille, auprès de mon mari, auprès de ma fille. L'audit était terminé. Le solde final avait été calculé. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui payait le prix. Les retombées furent rapides et brutales. Il s'avéra que face à la perspective de la prison, la loyauté est une chose très fragile. Ma mère n'hésita pas. Elle ne tenta pas de négocier.
Elle conduisit Hunter directement au poste. J'appris plus tard du rapport de police que la confrontation dans la voiture avait été violente. Hunter avait essayé de s'enfuir, mais Ebony avait verrouillé les portes. Pour la première fois de sa vie, ma sœur avait utilisé sa rage contre la bonne personne. Hunter fut arrêté sur le parking du poste de police. Quand ils le fouillèrent, ils trouvèrent 3 cartes de crédit au nom de ma mère dans son portefeuille. C'était une affaire claire et nette. Il fut inculpé de 5 chefs de vol d'identité, 3 chefs de fraude électronique et un chef de maltraitance envers une personne âgée. En raison de son casier judiciaire antérieur, dont aucun de nous ne connaissait l'existence, il fut refusé sous caution. Le mari de l'enfant doré, l'homme qui me faisait la leçon sur les valeurs familiales, était maintenant assis dans une cellule en combinaison orange. Ebony demanda le divorce 3 jours plus tard. Ce n'était pas un choix courageux, c'était un choix de survie. Sans la manipulation de Hunter, elle s'effondra. Elle emménagea dans un petit appartement avec 3 colocataires et trouva un emploi de réceptionniste. C'était la première fois qu'elle travaillait. Elle essaya de m'appeler plusieurs fois pour me dire à quel point sa vie était dure, mais je ne répondis jamais. J'avais bloqué son numéro et je le gardais bloqué. Ma mère s'en sortit plus mal. L'enquête pour fraude effaça sa dette, mais sa réputation financière fut détruite. Elle dut vendre ses bijoux. Elle dut encaisser une partie de sa petite pension juste pour survivre. Elle emménagea dans un studio dans une résidence pour seniors. C'était propre, mais petit. Il n'y avait plus de brunch chez Liel, plus de chapeau de designer. Elle vivait enfin selon ses moyens, et la réalité la rendait amère. Elle m'envoya des lettres, parfois de longues lettres décousues me blâmant pour avoir détruit la famille. Je les jetai sans les ouvrir. Quant à moi, je me sentais plus légère que depuis des décennies. Malik et moi décidâmes que la maison sur Cedar Lane gardait trop de mauvais souvenirs. Nous la vendîmes 3 mois plus tard. Nous fîmes un bénéfice important et utilisâmes l'argent pour acheter une belle nouvelle maison dans un autre comté, loin du drame. Mais la vraie fin de cette histoire n'est pas sur les arrestations ou l'immobilier. Elle concerne un samedi après-midi 1 an plus tard. C'était l'anniversaire de Maya, ses 7 ans. Le soleil brillait aussi fort que l'année précédente, mais tout le reste était différent. Notre nouveau jardin arrière était rempli de gens. Il y avait des voisins qui connaissaient vraiment nos noms. Il y avait les parents de Malik qui avaient pris l'avion depuis Chicago. Il y avait mes amis du cabinet. Il y avait 20 enfants courant partout en criant de joie. Maya portait une cape de super-héroïne. Elle riait en courant après une énorme bulle sur l'herbe. Elle ne regardait pas la porte en attendant quelqu'un qui ne viendrait pas. Elle ne demandait pas si elle avait été vilaine. Elle était trop occupée à être aimée. Je me tenais sur la terrasse avec une part de gâteau, la regardant. Malik s'approcha par derrière et passa ses bras autour de ma taille. Il posa son menton sur mon épaule. « Regarde là » murmura-t-il. « Elle est heureuse. »« Elle l'est » dis-je en m'appuyant contre lui. « Elle l'est vraiment. » Je pensais à ma mère assise seule dans son petit appartement. Je pensais à Ebony répondant au téléphone pour un salaire minimum. Je pensais à Hunter assis dans une cellule de prison. Ils avaient essayé de me briser. Ils avaient essayé d'utiliser mon amour pour eux comme une arme contre moi. Mais à la fin, ils n'avaient réussi qu'à me libérer. Je réalisais alors que j'avais passé toute ma vie à essayer d'acheter une famille. Je pensais que si je payais assez, si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer. Mais l'amour n'est pas une transaction. On ne peut pas l'auditer. On ne peut pas le forcer. Et on ne peut certainement pas l'acheter. Je regardais autour de moi les gens dans mon jardin arrière. Aucun d'eux ne partageait mon ADN sauf Maya. Mais ils étaient ma famille. C'étaient les gens qui se présentaient. C'étaient les gens qui célébraient avec moi. C'étaient les gens qui ne me laisseraient jamais, moi ou ma fille, manger seul. Je pris une gorgée de ma boisson et souris. L'air avait un goût sucré. Les sons de la fête étaient comme une symphonie. La leçon que j'avais apprise avait été coûteuse. Elle m'avait coûté des années de chagrin et des milliers de dollars. Mais en regardant le visage souriant de ma fille, je savais que cela valait chaque centime. La famille n'est pas le sang. Le sang n'est que de la biologie. La famille est un comportement. La famille est le respect. Et parfois,
La chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et vos enfants est de licencier les gens qui vous traitent comme un employé et d'embaucher les gens qui vous traitent comme un trésor. Je regardais Maya souffler ses bougies entourée d'amis qui acclamaient. Elle fit un vœu. Je n'avais pas besoin d'en faire un. Mon vœu s'était déjà réalisé. J'étais libre. Et c'était la plus douce des revanches. La leçon la plus profonde du parcours de Tiana est que vous ne pouvez pas acheter le respect de ceux qui profitent de votre silence. Pendant des années, elle a confondu le soutien financier avec l'amour, pour découvrir qu'aux yeux d'une famille toxique, elle n'était qu'un atout, pas une personne. La vraie famille n'est pas définie par le sang partagé, mais par les fardeaux partagés et une présence constante. Établir des limites avec des proches n'est pas un acte de malveillance, c'est un acte nécessaire de survie. Vous devez être prêt à perdre les gens qui ne vous aiment que quand vous êtes utile pour trouver les gens qui vous aiment simplement pour être vous. Avez-vous déjà dû rompre les liens avec un membre toxique de votre famille pour sauver votre propre paix? Je veux entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous.